Donc cette première présentation est une introduction sur laquelle je vous ai mis le nom des différents participants avec le nom de la thématique. Vous l'avez vu, le futur en diabétologie est-il déjà présent? Alors ce thème est lié à une discussion entre mon ami Jean-Louis Chilinger et moi-même que nous avions eue. Ah, si je veux bouger, d'accord. Discussion que nous avions eue entre nous au téléphone il y a quelques mois et nous avions convenu de cette thématique pour être le plus large possible. Donc merci à Jean-Louis Chilinger déjà pour m'avoir un petit peu inspiré dans cette thématique. Alors les intervenants, je passe très vite, moi pour l'introduction, Éric Renard, comme on vous l'a dit, pour l'insulinothérapie dans le diabète de type 1 en visioconférence, les recothérapeutiques dans le diabète de type 2, Bernard Baudusseau, les cibles thérapeutiques dans le diabète, Lise Bordier, et puis en deuxième partie, au-delà des insulines actuelles, je reviendrai, et puis ça se terminera par les doubles agonistes des récepteurs du GIP et du GLP1 par Jean-Louis Schliinger. Alors je vais commencer mon introduction. Il faut d'abord que je regarde comment marche tout ça. Attendez, Oui, mais ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Alors sur le clavier, voilà, parce que là, sur le pointeur, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais le pointeur sur l'écran, mais par contre, Bon. Non, ne vous inquiétez pas, j'appuie sur le clavier. J'appuie sur le clavier, et puis voilà, c'est pas un problème. Alors, le thème de mon introduction, c'est efficience et précision en diabétologie, symphonie inachevée. D'accord, ok. Alors, quelques définitions essentielles tout d'abord. La précision, qu'est-ce que c'est? La précision, c'est une démarche de qualité qui consiste à cibler une thérapeutique pour viser un organe ou pour viser une pathologie. L'efficience thérapeutique, c'est par contre une somme d'objectifs qui peuvent être quantitatifs ou qualitatifs, et la synthèse de la précision et de l'efficience, je vois c'est l'individualisation du traitement qui, vous le savez, est l'objectif final du traitement des diabétiques. La précision n'est pas synonyme d'efficience. Par exemple, je vous ai pris cet exemple, un traitement anticancéreux sera précis s'il est ciblé sur une tumeur particulière, sur un organe bien défini, mais une fois que vous avez ciblé votre traitement, que vous avez défini la précision de votre traitement, vous n'êtes pas sûr du tout d'aboutir à l'efficience, c'est-à-dire de guérir le malade. Donc précision et efficience, ce n'est pas la même chose, et efficacité et efficience, ce n'est pas la même chose non plus. Alors, précision et efficience en termes de traitement du diabète. La précision, je vous montrerai des diapositives tout à l'heure. Théoriquement, on doit intégrer toute une série de variables et de paramètres qui sont l'âge du sujet, le poids du sujet, l'hémoglobine glyquée, les complications diabétiques. Et puis, je vous ai mis un point d'interrogation en rouge autre. Et en particulier, je finirai mon introduction par ça. Il y a des auteurs scandinaves qui se sont amusés à mettre dans les autres toute une série de paramètres comme le HOMA, on en reparlera, le HOMA-B, le HOMA-IR pour mesurer l'insulinosécrétion et l'insulinorésistance, et qui se sont lancés dans des classifications du diabète sucré que je juge personnellement comme des classifications arbitres. L'efficience, l'efficacité est une composante de l'efficience. Mais l'efficience, c'est autre chose. C'est aussi la sécurité d'un traitement, c'est la qualité de vie, c'est la satisfaction du malade, et c'est également le coût du traitement. Alors on va discuter d'abord de ça. Donc quand vous allez vous occuper de l'efficience d'un traitement, il faudra que tous les ronds que je vous ai présentés ici soient remplis, que toutes les conditions, la certification d'un médicament, en d'autres termes, pour qu'elle soit validée, il faut que toutes ces composantes soient validées, c'est-à-dire l'efficacité, la sécurité, la qualité de vie, la satisfaction du patient
et le coût du traitement. Et si un seul d'entre eux, de ces paramètres, n'est pas validé, eh bien, le traitement, en général, il a du plomb dans l'aile, ou en tous les cas, il risque de ne jamais être commercialisé. On va prendre quelques exemples assez précis. La première chose, c'est le coût. Si le coût d'un traitement est prohibitif, c'est sûr que le traitement n'ira pas très loin. Je prends un exemple simple, le cœur artificiel par exemple, pour traiter l'insuffisance cardiaque. Personne ne s'amusera à mettre un cœur artificiel aux malades insuffisants cardiaques parce que ça coûte trop cher, parce que le prix est prohibitif. Donc à la limite, ça restera focalisé sur quelques individus très précis pour passer une phase extrêmement courte. Donc dès qu'un traitement est trop coûteux, il ne marche pas ou il ne marche que sur certains individus. Donc il faut que le coût soit acceptable et pour les nouveaux médicaments en particulier, eh bien, il faut que les prix ne soient pas excessifs. La qualité de vie, c'est indispensable. Si vous traitez un malade par un médicament qui altère sa qualité de vie, il ne le supportera pas. Je prends un deuxième exemple. Les traitements par GLP-1. Supposez que les laboratoires n'aient pas développé des analogues du GLP-1 que l'on fait de manière quotidienne ou actuellement hebdomadaire. Jean-Louis Schillinger vous en parlera tout à l'heure. Et supposez qu'on ait que le GLP-1 natif. Le GLP-1 natif, il dure 2 minutes. Il faut le faire par voie intraveineuse. Vous ne voyez pas des malades en train de vous promener avec une perfusion de GLP-1 pour améliorer leur glycémie en portant une perfusion toute la journée. Donc là, vous altérez complètement la qualité de vie. La qualité de vie devient désastreuse. La sécurité. Si vous avez un médicament qui n'est pas sûr, qui donne des effets secondaires, il est certain qu'il est rapidement rejeté. Je vous signale que les glitazones, par exemple, ont été, à mon avis, elles auraient dû être conservées dans certains pays. Elles le sont encore aux États-Unis, mais dans la plupart des pays du monde, les glitazones ont été retirées du marché. Pourquoi? Parce qu'elles aggravaient un certain nombre d'insuffisances cardiaques, parce qu'elles entraînaient des rétentions, parce que les gens les utilisaient peut-être mal, ne faisaient pas un bilan cardiovasculaire avant. Toujours est-il que les glitazones, elles sont mortes, elles ont disparu, en tous les cas, dans de nombreux pays. Et puis ensuite, il y a l'efficacité. L'efficacité, c'est le critère évidemment primordial. Alors, pour l'efficacité, comment déclarer qu'un médicament est efficace? Alors, vous savez qu'un médicament actuellement, il doit être efficace d'abord sur le paramètre que vous mesurez. Si c'est un médicament antidiabétique, il faut bien sûr qu'il agisse autant que possible sur la glycémie et qu'il ne se comporte pas comme un placebo. Et puis ensuite, vous savez que les laboratoires aujourd'hui sont obligés de prouver avec leurs médicaments que leur médicament a un effet cardiovasculaire, protège contre les maladies cardiaques, etc. Avec des essais qui sont des essais qui sont volumineux, que l'on appelle les méga-trials. Ces méga-trials portent sur des dizaines de milliers d'individus, coûtent très cher à l'industrie pharmaceutique, mais c'est le sésame obligatoire pour que le médicament soit accepté. Alors je vous donne cette petite diapositive ici, qui est tirée des recommandations américaines qui avaient paru il y a quelques années dans Diabetes Care. Un médicament est considéré, alors il faut que je me mette, regardez d'abord en haut. Vous avez une ligne d'abord qui est une ligne verticale, qui est la ligne de neutralité. Quand vous testez un médicament, il faut obligatoirement que le risque relatif, ce qu'on appelle le hazard ratio, se trouve du côté gauche de la ligne verticale. Alors, si ça tombe du côté gauche, on dit que le médicament est supérieur au comparateur. Le comparateur pouvant être un autre médicament, pouvant être un placebo. Donc ça, c'est l'étape indispensable, obligatoire de tout médicament avant qu'il soit accepté. Si vous tombez au milieu de la figure au niveau des points jaunes, eh bien, vous voyez que vous tombez à droite de la ligne verticale. À ce moment-là, on dit quoi? Eh bien, on dit qu'il n'y a pas d'infériorité du médicament par rapport au comparateur. Personnellement, moi, quand on compare un médicament contre un placebo et quand on dit qu'il est non inférieur au placebo, ça m'inquiète un petit peu. Et ensuite, vous avez alors le cas extrême, c'est-à-dire les carrés rouges. C'est quand vraiment ça tombe très à droite de la ligne verticale, et en particulier au-delà de cette ligne verticale qui est marquée à 1,3,
où là, alors on dit que c'est vraiment le médicament qui est très inférieur au comparateur, et à ce moment-là, le médicament n'a aucune chance d'être commercialisé. Pour vous donner une image de ceci, je vous ai pris ce qui a été fait avec les inhibiteurs du SGLT2, qui est apparu récemment dans une revue générale qui a été publiée dans le JAMA Internal Medicine, ou le JAMA tout court, je ne sais pas, qui sont la comparaison des différentes glyphlosines, c'est-à-dire la dapagliflozine, la canagliflozine et l'empagliflozine. Tout d'abord, tout à fait en haut, sur les événements cardiovasculaires majeurs. Alors, qu'est-ce que vous voyez? En vert, vous avez la dapagliflozine. Vous voyez que la dapagliflozine, elle n'est pas supérieure au placebo. C'est un peu embêtant. Les deux médicaments qui sont supérieurs au placebo, c'est la canagliflozine en rouge et c'est l'empagliflozine en violet. Ils sont supérieurs au placebo. Si vous descendez d'un cran et si vous rentrez dans l'insuffisance cardiaque, vous voyez que grosso modo, les trois glyphlosines sont supérieures au placebo. Et si vous rentrez dans la maladie rénale, vous voyez que tous également sont supérieurs au placebo, avec peut-être un petit avantage pour la dapagliflozine et pour la canagliflozine par rapport à l'empagliflozine. En fait, grossièrement, elles sont à peu près équivalentes. Par contre, la DAPA, vous voyez, il faut faire quelques restrictions en matière de protection cardiovasculaire. Donc tout ceci, c'est le fruit de ces grands essais thérapeutiques. Ensuite, il faut que le médicament soit efficace sur les glycémies. Alors, le record du monde actuellement sur les hyperglycémies, Jean-Louis Chillinger va vous en parler, c'est la colonne qui est tout à fait à droite. C'est ce produit que je considère, et je pense que Jean-Louis Chillinger va vous dire la même chose, comme le grand avenir et le grand prometteur de la diabétologie, le tirzépatide, qui est un analogue double du GLP1 et du GIP, qui n'est pas encore commercialisé, mais à mon avis, il le sera dans les 2 ans qui viennent, peut-être 3 ans qui viennent. Après, vous avez toute une série de médicaments qui sont en rouge. Alors, vous voyez que parmi les médicaments en rouge, ceux qui sont les plus efficaces, ce sont évidemment les analogues du GLP1, c'est-à-dire le dulaglutide et le sémaglutide. Et puis après, vous avez une espèce de bloc au milieu, dans lequel se trouve toute une série d'antidiabétiques oraux, dans lequel vous trouvez les vieux et les jeunes, vous trouvez la metformine, vous trouvez les sulfonylurées, vous trouvez les inhibiteurs du SGLT2, et vous retrouvez les defunct glitazones qui ont été retirés, non pas pour leur inefficacité sur la glycémie, mais pour leurs problèmes cardiovasculaires. Précision et efficience en termes de traitement, il faut donc tenir compte de toutes les composantes, mais en plus de l'efficience, il faut tenir compte de la précision aussi. Alors en termes de schéma thérapeutique, il faut tenir compte d'abord bien sûr de la précision. Je vous l'ai mis en haut. Alors je vous ai pris les petits bonhommes qui sont en rouge, sont supposés représenter des diabétiques. Vous appliquez la technique de la précision, c'est-à-dire l'âge, le poids, l'hémoglobine glyquée, la présence de complications diabétiques, etc. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner un certain nombre d'individus que je vous ai représentés ici en noir dans l'aire qui est représenté en beige. Et puis ensuite, vous allez appliquer les critères de l'efficience, c'est-à-dire l'efficacité, la sécurité, la qualité de vie et le coût du médicament. Et là, vous allez encore sélectionner une autre population, dans la grande population rouge, vous allez sélectionner ceux qui sont en vert et qui correspondent aux critères de l'efficience. Et in fine, vous allez, à partir de ces deux critères, la précision et l'efficience, vous allez essayer de choisir un traitement qui sera le traitement idéal que vous considérez comme le traitement qui va marcher chez votre malade et qui correspond à son phénotype et à son profil. Vous appliquez ce traitement, et puis ensuite, dernière étape, oublie de dire de temps en temps aux gens, vous allez regarder si ce traitement est réellement efficace chez le malade que vous avez traité. Parce que tous les malades, vous le savez, ne répondent pas de la même façon aux médicaments. Il y en a certains pour lesquels vous avez fait des
élaborer toute une théorie en matière de précision, d'efficience, etc. Et puis ça ne marche pas. Alors à ce moment-là, il faut revoir le schéma. C'est la dernière partie ici, à confirmer par le suivi et à adapter éventuellement en fonction du résultat. J'ai encore 2 diapositives pour finir. Celle-là, je passe. J'ai 2 diapos pour finir cette introduction. Il y a 2 ou 3 ans, il y a un groupe de Scandinaves qui se sont lancés dans une classification des diabètes sucrés survenant chez l'adulte. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme critères? Vous les avez dans la colonne de gauche, l'âge, le poids, pourquoi pas, l'hémoglobine glyquée, plus elle était élevée ou moins elle était élevée. Et puis ils se sont amusés à introduire dans les critères de sélection, les critères de précision, ils ont introduit le HOMA-B et le HOMA-IR. Alors le HOMA-B, c'est un critère ou un index plutôt, qui a été défini par les gens du groupe d'Oxford en 1986, qui a fait le tour du monde et qui est fait pour définir l'insulinosécrétion résiduelle des diabétiques en fonction de quoi? De la glycémie et de l'insulinémie. Alors ils ont introduit des formules compliquées qui ne veulent rien dire du tout. En fait, c'est un rapport insurgé d'une extrême banalité. Et pour le HOMA-IR, ils ont fait l'inverse, ils ont fait un rapport non plus glycémie sur insuline, mais insuline sur glycémie. Et ce HOMA-IR permet de mesurer l'insulinorésistance ou l'insulinosensibilité des tissus périphériques. À partir de ces critères, ils ont défini 5 groupes de diabétiques, 5 clusters, comme on dit, de diabétiques. Alors ces clusters, vous avez d'abord un cluster en fonction des anticorps anti-GAD, c'est-à-dire des anticorps anti-îlot de Langerhans, pour être plus simple. Il y a des gens qui sont, vous le voyez, fortement positifs. Ceux-là, en fait, ce sont des diabètes qui se convertiront un jour très rapidement en diabète insulino-dépendant, parce qu'ils sont en train de détruire très fortement et très rapidement leurs îlots de Langerhans. Et puis après, alors ça, ce sont ce qu'on peut appeler dans la nomenclature les diabètes de type 1 lent, qu'on appelle aussi les LADA, tout un groupe de... Ce sont des gens qui deviendront en tous les cas très rapidement insulino-dépendants. Puis après, vous avez les autres qui n'ont pas d'anticorps anti-GAD et qui sont des diabètes de type 2 classiques de l'adulte. Après, il y a le poids. Alors, vous voyez que ceux qui vont développer un diabète insulino-dépendant sont en général en poids normal ou en sous-poids. Ceux qui, par contre, sont sur la partie droite de ce tableau ont des poids élevés. C'est le diabète de type 2 plutôt classique. L'hémoglobine glyquée, il est certain que quand on insulinoprive, à ce moment-là, on a plutôt tendance à avoir une hémoglobine glyquée d'emblée élevée. Si l'hémoglobine glyquée est un taux moyen au moment de la classification, c'est des diabètes de type 2 classiques qui évolueront plus ou moins au cours du temps, mais des diabètes de type 2 classiques. Et puis après, vous avez le fameux HOMA. Le HOMA-B, je vous le rappelle, c'est l'insulinosécrétion. Il est certain que quand on insulinoprive, ce n'est pas la peine d'être très malin, de comprendre que l'insulinosécrétion est altérée, c'est-à-dire que le HOMA-B est bas. Dans le diabète sucré, par contre, de type 2 classique, le HOMA-B est augmenté. Parce que je vous rappelle que ces gens-là, pour lutter contre l'insulinorésistance, ils sécrètent davantage d'insuline. Donc ils ont des HOMA-B qui sont augmentés. Et si vous prenez le HOMA insulinorésistance, bien, il y a un groupe dans lequel c'est élevé. Ce groupe, vous l'aurez deviné, ce sont les plus gros. Ce n'était pas la peine de faire tout ça pour découvrir tout d'un coup que les plus insulinorésistants sont les plus gros parmi les diabètes. Et à partir de là, ils ont établi une usine à gaz dans laquelle ils ont classé des diabètes en SAID, SID, SIRD, MOD, MARD, etc. Alors cette classification a fait le tour du monde, a été repris par les Américains, les Chinois, tout ce que vous pouvez imaginer, peu importe. Et elle a eu beaucoup de succès. Et très récemment, ce sera ma dernière, non, c'est l'avant-dernière diapo. Très récemment, il y a un article qui est apparu dans la revue Diabetologia où des gens, un certain Heller, qui est un Allemand, a essayé de faire des considérations thérapeutiques à partir de cette classification. Alors, vous retrouvez les différents types là au milieu, le SAID, le SID, le SIRD, le MOD, le MARD, etc. Et vous voyez sur la partie droite de la figure toute une série de flèches qui partent dans tous les sens.
Alors en particulier, ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que la grande conclusion de cette étude, de cette classification par celui qui a écrit cet article, c'est que grossièrement, les saïdes et les cites, comme ils sont insulinoprives, comme ils ont des glycémies augmentées et des hémoglobines glyquées très fortes, eh bien, il faut les insuliner le plus vite possible. Ce n'est pas la peine de faire tout ça pour dire qu'il faut insuliner très rapidement les diabétiques qui sont insulinoprives. Et puis après, alors ils ont découvert de manière extraordinaire, vous voyez que tous les médicaments, tous, sont marqués avec des points d'interrogation. Moi, je m'attendais que des gens qui veulent faire de la médecine de précision, parce qu'ils disent qu'ils vont faire de la médecine de précision, qui ne mettent pas de points d'interrogation et qui nous disent, attendez, dans le mode, on va mettre tel médicament. Pas du tout. Il y a des points d'interrogation partout. Il n'y a qu'un seul médicament qui n'est pas marqué avec un point d'interrogation, la metformine. Ce n'est pas la peine non plus d'être un grand savant pour savoir que la metformine est le traitement de première intention du diabète sucré de type 2. Et ensuite, si vous voulez des informations sur les autres médicaments, ce sont des points d'interrogation, débrouillez-vous. Vous faites une classification, vous mesurez le HOMA, le HOMA-B, le HOMA-IR, le HOMA de tout ce que vous voulez, et vous en tirez la conclusion que vous ne savez pas décider finalement le médicament. Alors, ma dernière diapositive, qui est la conclusion, et puis je passerai la parole à Éric Renard, qui va nous rejoindre en visioconférence. La précision et l'efficience sont complémentaires. C'est sûr qu'il faut faire la démarche sur les deux. Le fossé entre médecine théorique, je viens de vous le montrer à l'instant, basé sur une précision excessive, précision supposée, et médecine réelle est basée sur le bon sens, et ce fossé entre les deux, médecine théorique et pratique, n'est pas prêt malheureusement d'être comblé. Et je crois que ma dernière proposition est la meilleure. En d'autres termes, il vaut mieux adapter les recommandations aux patients que le patient aux recommandations. Voilà, je m'arrête là.